La grande salle du Conseil galactique était plus grande que la plupart des villes. Des milliers d'êtres extraterrestres étaient assis en rangées si hautes qu'elles disparaissaient dans l'ombre. Chaque siège était conçu pour un type de créature différent. Certaines avaient besoin d'eau pour respirer, d'autres d'un gaz spécial. Certaines étaient si petites qu'elles nécessitaient de minuscules chaises, tandis que d'autres étaient si grandes qu'elles occupaient des sections entières. Aujourd'hui, quelque chose n'allait pas. Tout le monde le sentait. Kedvar se tenait au centre de la salle. Il était même vieux. Pour un zéphyrien, sa peau violette était devenue presque blanche avec l'âge, et ses 6 bras tremblaient à chaque mouvement. Il siégeait au conseil depuis plus de 300 ans. Il avait vu des guerres éclater et se terminer. Il avait vu des espèces entières s'élever et décliner. Mais aujourd'hui, il avait l'air effrayé. Mes collègues membres du conseil, commença Kedvar. Sa voix fut transmise à chaque siège par des machines qui transformèrent ses paroles en sons compréhensibles pour chaque espèce. Il faut parler des humains. Un bruit sourd traversa la salle. Il faut parler des humains. Un bruit sourd traversa la salle. Certains extraterrestres rirent. D'autres émirent des cris de confusion. Les pieds humains étaient encore nouveaux dans la galaxie. Ils n'avaient pris contact avec d'autres espèces qu'il y a 50 ans. Ils étaient jeunes et faibles comparés à la plupart des autres races. « Je sais ce que tu penses », continua Kedvar. « Les humains semblent inoffensifs. Ils ne sont pas très forts. Ils ne disposent pas de la meilleure technologie. Ils ne sont ni les plus rapides ni les plus intelligents. Mais il y a quelque chose chez eux que tu ne comprends pas. Quelque chose qui fait d'eux l'espèce la plus dangereuse de la galaxie. » Veltar, l'être de cristal qui parlait au nom de son peuple, émit un son semblable à celui d'un carillon éolien. « Ancien Kedvar, avec tout le respect que je vous dois, comment les humains peuvent-ils être dangereux? Ils ne possèdent que quelques centaines de mondes. Nous, les Veltar, en avons des milliers. Les Nexari en ont encore plus. D'autres voix se joignirent à elles. Les nouvelles espèces du Conseil n'avaient jamais vu d'humains se battre. Elles n'avaient rencontré que des marchands et des diplomates humains. Ces humains semblaient plutôt gentils. Ils concluaient des accords équitables. Ils étaient polis. Ils semblaient vouloir la paix. Ketavar leva 6 de ses bras pour réclamer le silence. C'est précisément là le problème. On voit les humains quand ils sont calmes. On les voit quand ils sont heureux. Vous n'avez jamais vu d'humains véritablement en colère. Ils marchaient lentement au centre de la salle. Laissez-moi vous parler de l'Empire turien. C'étaient des marchands d'esclaves. Des êtres grands, forts et cruels qui capturaient d'autres espèces et les vendaient. Il y a 55 ans, ils ont capturé un vaisseau humain. Un seul vaisseau avec environ 2000 humains à son bord. La salle devenait plus silencieuse. Même les espèces qui riaient commençaient à écouter. Le Tess se taisait. Même les espèces qui riaient commençaient à écouter. Les Turiens pensaient que ce serait de l'argent facile. Les humains semblaient faibles. Ils n'étaient ni très grands ni très forts. Les Turiens avaient déjà capturé des milliers de vaisseaux d'autres espèces. Mais ils avaient commis une erreur. Ils avaient envoyé un message dans l'espace humain. Ils disaient qu'ils revendraient les humains contre de l'argent ou qu'ils les tueraient et vendraient leur corps. Ketevar s'arrêta de marcher. Ses vieux yeux parcoururent la salle. Les humains renvoyèrent un message. 3 mots. « Rendez-les-nous » Les Turiens rirent. Ils tuèrent 100 humains et envoyèrent les corps dans l'espace humain en guise de réponse. Ils attendirent ensuite que les humains paient pour le reste. Les humains ne payèrent pas. Au lieu de cela, ils firent ce qu'aucune espèce n'avait jamais fait auparavant. Ils étudièrent les Turiens. Toutes les informations sur la biologie, la technologie, la culture et l'histoire des Turiens furent rassemblées. Les scientifiques travaillèrent jour et nuit. Des espions humains se rendirent sur chaque monde turien. Des vaisseaux humains surveillaient chaque route commerciale turienne. Les Turiens ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils pensaient que les humains se préparaient à payer, ou peut-être à attaquer leurs navires. Ils avaient tort. La voix de Ketevar s'abaissa, mais tout le monde l'entendait encore distinctement. Les humains se préparaient à anéantir l'espèce turienne. Des sons confus parvenaient de toute la salle. Les espèces parlaient entre elles dans des dizaines de langues différentes. L'idée semblait impossible. « Je sais ce que ça donne », dit Kedvar. Mais écoutez ce qui se passa ensuite. Les humains découvrirent que les Turiens avaient besoin d'un métal particulier dans leur alimentation pour vivre. Sans lui, ils tomberaient malades et mourraient. Les vaisseaux humains commencèrent alors à détruire les mines d'où provenait ce métal. Les humains apprirent que les femmes turiennes ne pouvaient avoir de bébés qu'à certains moments de leur vie.
Des agents humains empoisonnèrent alors les réserves de nourriture avec des produits chimiques pour empêcher ce phénomène. Les humains découvrirent que les Turiens croyaient que leurs ancêtres vivaient dans des cristaux spéciaux sur leur monde d'origine. Des équipes humaines se rendirent alors sur ces mondes et détruisirent tous les cristaux. Mais ce n'était que le début. Kedvar se dirigea vers un panneau de contrôle et appuya sur quelques boutons. Au-dessus du hall, des images apparurent montrant des cartes du ciel. « Voici l'espace turien d'il y a 50 ans, dit-il. La carte montrait des centaines de systèmes stellaires reliés par des routes commerciales. Des villes et des vaisseaux circulaient entre les mondes. L'Empire turien comptait plus de 300 mondes, des milliards d'habitants, des milliers de vaisseaux, une armée puissante. Il appuya sur un autre bouton. C'était l'espace turien aujourd'hui. La carte était vide. Pas de villes, pas de vaisseaux, pas d'habitants. Juste un espace vide autour de mondes morts. Les humains n'ont pas seulement vaincu les Turiens, par la guerre. Ils ont fait en sorte que les Turiens ne puissent plus jamais exister. Chaque monde turien est désormais vide. Chaque vaisseau turien est détruit. Chaque Turien est mort. Même leur langue a disparu. La seule raison pour laquelle nous savons qu'ils ont existé, c'est grâce aux archives. La salle était maintenant complètement silencieuse. Mais, dit l'unité cognitive Prime, parlant par sa voix de machine, c'était certainement inhabituel. Un cas extrême. Kedvar émit un son qui ressemblait à un rire, mais qui n'était pas joyeux. Si seulement c'était vrai. Laissez-moi vous parler du domaine des Krex. D'autres images apparurent au-dessus du hall. Les Krex étaient de fiers guerriers. Ils considéraient la clémence comme une faiblesse. Il y a 47 ans, ils attaquèrent une station de recherche humaine. La station était désarmée. Seuls des scientifiques étudiaient les plantes et les roches. Les Krex tuèrent tout le monde. Hommes, femmes, enfants. Puis ils ont envoyé un message dans l'espace humain disant que les humains étaient faibles et méritaient de mourir. Qu'est-il arrivé au feu? À Krek demanda une voix du haut du hall. « Regardez, dit Kedvar, en appuyant sur d'autres boutons. Les images montraient le feu de Krek, demanda une voix du haut du hall. « Regardez, dit Kedvar, en appuyant sur d'autres boutons. Les images montraient l'empire des Krex, des milliers de mondes, des flottes gigantesques, des milliards de fiers guerriers. C'était le domaine des Krex il y a 47 ans. Ils étaient l'une des plus puissantes puissances militaires de la galaxie. Il a changé l'image. Voici l'espace des Krex aujourd'hui. De nouveau, un espace vide, des mondes morts, rien. Les humains ont étudié les Krex pendant 3 ans. Ils apprirent que les guerriers de Krek s'affaiblissaient s'ils ne pouvaient pas combattre longtemps. Des agents humains veillèrent donc à ce que de petits conflits éclatent constamment dans l'espace de Krek. Guerre civile, rébellion. Les Kreks passaient leur temps à se battre entre eux au lieu de développer leur force. Les humains apprirent que les Kreks tiraient leur pouvoir de cristaux d'énergie spéciaux, alors des équipes humaines s'infiltrèrent dans les mondes de Krek et empoisonnèrent ces cristaux. L'énergie devint toxique et tua quiconque la touchait. Les humains découvrirent que la société Krek était fondée sur l'honneur et la tradition. Ils créèrent donc de faux documents historiques, faisant passer les plus grands héros Krek pour des lâches et des traîtres. Cela détruisit la culture Krek de l'intérieur. Mais le pire, ce fut le virus. Ketevar marqua une pause. Même lui semblait avoir du mal à aborder ce sujet. Des scientifiques humains avaient créé une maladie qui affectait uniquement la biologie des Kreks. Elle se propageait lentement, permettant aux Kreks infectés de voyager sur plusieurs mondes avant de tomber malades. Le virus attaquait leur système nerveux, les rendant incapables de penser clairement. Ils devinrent confus et violents. Ils s'attaquèrent les uns aux autres. Ils détruisirent leur propre ville. Lorsque les Kreks comprirent ce qui se passait, il était trop tard. Le virus était partout. Leur espèce entière disparut en 2 ans. Les humains s'assurèrent qu'aucun Krek ne réexisterait jamais. La salle résonna de la peur. Les extraterrestres, jusque-là confiants et fiers, semblaient désormais inquiets. Ils commençaient à comprendre ce que Ketevar essayait de leur dire. « Ancien », dit un représentant des Draconies, une espèce connue pour sa puissance militaire. Le gouvernement humain ne cautionne certainement pas de tels actes. Il devait s'agir de groupes rebelles, agissant sans autorisation. Ketevar regarda le représentant de Draconis avec des yeux fatigués. C'était ce que nous espérions tous. Nous avons donc envoyé des diplomates pour parler aux dirigeants humains. Nous leur avons demandé d'expliquer leurs actions.
Savez-vous ce qu'ils ont dit? La salle attendait. Ils ont dit que toute espèce qui commettrait un génocide contre les civils humains serait condamnée à l'extinction complète. Ils l'appelèrent la doctrine de guerre absolue humaine. C'est leur politique officielle, approuvée par leur gouvernement et soutenue par leur peuple. Mais c'est impossible, s'écria l'orateur collectif Nixari. Aucune espèce civilisée n'accepterait des mesures aussi extrêmes. Les humains ne les considèrent pas comme extrêmes, répondit Ketvar. Ils y voient la justice. Dans la culture humaine, certains crimes sont impardonnables. Le génocide en fait partie. Lorsqu'une autre espèce tue volontairement des civils, les humains croient que cette espèce a renoncé à son droit d'exister. Il a appuyé sur d'autres boutons. Des images de l'espace humain sont apparues. Regardez leur monde. Ils sont paisibles. Les humains mènent une vie normale. Ils ont des familles. Ils construisent des villes. Ils créent de l'art et de la musique. Ils rient, aiment et rêvent comme nous. Mais tout le monde connaît cette doctrine. Tout le monde la soutient. Il croit que la sécurité des humains et des civils est plus importante que l'existence de toute autre espèce. Comment le savez-vous? Demanda le représentant de Veltar. Parce que nous le leur avons demandé, nos diplomates ont parlé à des milliers d'êtres humains, travailleurs, enseignants, artistes, enfants. Ils donnent tous la même réponse. Si vous tuez des humains innocents, vous serez complètement détruits. Ketava retourna au centre de la salle. C'est pourquoi je vous mets tous en garde aujourd'hui. Les humains ne sont pas comme nous. Lorsque nous faisons la guerre, nous cherchons à gagner. Lorsque nous sommes lésés, nous recherchons la justice ou la vengeance. Mais nous nous arrêtons toujours lorsque notre ennemi capitule ou lorsque nous avons fait valoir notre point de vue. Les humains ne raisonnent pas ainsi. Lorsqu'ils se battent, ils ne cherchent pas à gagner. Ils cherchent à mettre fin à leur vie. Lorsqu'on leur fait du mal, ils ne recherchent ni justice ni vengeance. Ils aspirent à l'extinction. J'ai étudié leur histoire avant même leur arrivée dans l'espace. Les humains ont toujours été ainsi. Lorsqu'ils se sont affrontés, ils ont créé des armes capables de détruire des villes entières. Ils ont fabriqué des bombes capables d'empoisonner des continents entiers. Ils ont créé des maladies capables de tuer des millions de personnes. Si les humains ne se sont pas autodétruits, c'est uniquement parce qu'ils ont appris à contrôler leur colère les uns envers les autres. Mais ce contrôle ne s'étend pas aux autres espèces. Si vous mettez les humains suffisamment en colère, ils utiliseront tout ce qu'ils savent pour vous faire disparaître à jamais. La salle était maintenant très silencieuse. Tous les extraterrestres présents réfléchissaient aux paroles de Ketvar. Qu'est-ce qu'il aimait suffisamment en colère? Demanda une petite voix dans la foule. Ketvar soupira. Tuer des civils humains, menacer de détruire l'espèce humaine, attaquer des enfants humains, rompre des traités de paix au point de provoquer des morts, réduire des humains en esclavage. En gros, poursuivit-il, tout ce que les humains perçoivent comme une tentative de génocide contre leur peuple. Il faut donc faire attention à ne pas commettre ces actes, déclara le premier de l'unité Cognita. Attention à ne pas faire ces choses-là, dit le premier de l'unité Cognita. Cela semble raisonnable. Oui, acquiesça Ketvar. Raisonnable. Les humains sont en réalité assez faciles à vivre. Ils font des échanges équitables. Ils respectent les traités. Ils aident les autres espèces lorsqu'on leur en fait la demande. Ils ne déclenchent pas de guerre et ne s'approprient pas de territoires qui ne leur appartiennent pas. Le problème, c'est que les humains définissent les choses différemment de nous. Ce que nous considérons comme une action militaire normale, ils le perçoivent comme une tentative de génocide. Ce que nous considérons comme acceptable, les pertes à la guerre, ils le perçoivent comme le meurtre d'innocents. Il regarda une dernière fois la salle autour de lui. Je vous dis cela car des capteurs longue portée ont détecté une importante flotte se dirigeant vers l'espace humain. L'Empire Zerati s'étend dans cette direction. Ces vaisseaux sont équipés d'armes destructrices de planètes. Ils ont déjà détruit des civilisations entières. Si les Zerati attaquent des mondes humains et tuent des civils, il n'y aura plus de Zerati d'ici 5 ans. Je vous le garantis, mais les Zerati sont forts, protesta quelqu'un. Ils ont conquis des dizaines d'espèces. Leurs guerriers sont les plus féroces de la galaxie. Les Turiens aussi. Les Krex aussi. La force n'a plus d'importance quand les humains décident de ne plus exister. La technologie n'a plus d'importance. Le nombre, oui. Peu importe. La technologie n'a pas d'importance. Le nombre, si. Peu importe. Les humains trouveront une solution. Kitvar se dirigea vers son siège. Je vous ai donné cet avertissement car certains d'entre vous sont jeunes.
Vous ne comprenez pas à quel point les humains peuvent être dangereux lorsqu'ils sont vraiment en colère. Apprenez de ceux qui sont venus avant vous. Les Turiens se croyaient assez forts pour réduire les humains en esclavage. Les Creeks se croyaient assez résistants pour tuer des civils humains. Aucune de ces deux espèces n'existe plus. Si vous ne vous souvenez de rien d'autre de ce jour, retenez ceci. Les humains peuvent être vos plus grands alliés ou vos pires ennemis. À vous de choisir. Mais choisissez avec soin, car les humains ne donnent jamais de seconde chance à ceux qui franchissent certaines limites. Alors que Ketavar s'asseyait, des alarmes retentirent dans toute la station. Un officier des communications se précipita dans le hall. Les membres du conseil annoncèrent que nous recevions des rapports des secteurs frontaliers. L'Empire Zarati avait lancé une attaque contre 3 humains. Les 3 planètes colonisées ont été entièrement détruites. On estime à 12 milliards le nombre de victimes civiles. Le chaos régnait dans la salle. Les extraterrestres hurlaient de peur, de colère et de confusion. Mais à travers tout ce vacarme, un son se faisait clairement entendre. Kedvar riait, mais ce n'était pas un rire joyeux. C'était le rire de quelqu'un qui avait déjà vu cela se produire et qui savait exactement ce qui allait suivre. Au loin, des capteurs spatiaux détectaient déjà les premiers mouvements de flottes humaines. Mais il ne s'agissait pas de navires de guerre partant au combat. Il s'agissait de vaisseaux de recherche, de vaisseaux espions et de stations scientifiques. Les humains ne se préparaient pas à combattre les Zerati. Ils se préparaient à les étudier, et une fois que les humains eurent fini d'étudier une espèce qui avait tué leurs civils, cette espèce disparut à jamais. Le commandant suprême de guerre Xeratos se tenait dans le centre de commandement de son vaisseau amiral et contemplait les restes en flammes du 3e monde humain. La planète en contrebas n'était plus que feu et fumée. 12 milliards d'humains à la peau douce y vivaient quelques heures auparavant. Il n'y avait plus que cendres et roches fondues. Zraktos était fier de son œuvre. Il mesurait 40 mètres, et était recouvert d'une armure naturelle capable d'arrêter la plupart des armes. Ses avant-bras se terminaient par des griffes capables de couper le métal. Son peuple, les Zerati, était né guerrier. Ils avaient conquis 47 systèmes stellaires et asservi ou détruit des centaines d'autres espèces. Les humains étaient censés être différents. Les rapports de renseignement disaient qu'ils étaient faibles. Leur peau était douce et facile à couper. Ils avaient besoin d'un air spécial pour respirer. Ils mouraient s'ils avaient trop chaud ou trop froid. Ils semblaient faciles à vaincre. Commandant de guerre, dit son officier de renseignement, Grixtal, les mondes humains envoient des messages. Ils semblent demander de l'aide. Zraktos rit. Le bruit ressemblait à des pierres qui s'entrechoquent. Bien, qu'ils implorent, qu'ils appellent leurs alliés. Quand les autres espèces verront avec quelle facilité nous écrasons les humains, elles se rendront sans combattre. Grixtal regarda ses écrans de données avec confusion. Monsieur, ce n'est pas ce qu'ils font. Les humains ne demandent pas l'aide militaire des autres espèces. Ils demandent des informations. Quel genre d'informations? Tout sur nous, monsieur. Notre biologie, notre technologie, notre culture, notre histoire. Chaque espèce ayant rencontré Xerati reçoit des demandes de scientifiques et de chercheurs humains. Xerato se dirigea vers l'écran principal. Il voyait le monde humain mort tourner lentement sous eux. Pourquoi perdraient-ils leur temps à nous étudier? Ils devraient préparer leurs armées ou tenter de faire la paix. Je ne sais pas, monsieur, mais leurs demandes sont très détaillées. Ils veulent savoir ce que nous mangeons, comment nous nous reproduisons, quelles maladies peuvent nous affecter, à quoi ressemble notre atmosphère, comment fonctionne notre société, en quoi nous croyons, ce que nous craignons. Laissez-les étudier, dit Zrakto. À quoi leur servirait la connaissance si nous détruisions tout leur monde? Mais au fil des jours, la réaction humaine devint de plus en plus étrange. D'autres espèces commencèrent à envoyer des avertissements aux Zerati. Les Zéphiriens envoyèrent un message officiel les suppliant de cesser d'attaquer les mondes humains. Les Veltars proposèrent de payer les Xerati pour qu'ils quittent l'espace humain. Même le puissant collectif Nixari réclamait des pourparlers de paix. Xeratos les ignora tous. Une faiblesse restait une faiblesse, malgré les belles paroles. Pendant ce temps, dans les profonds bunkers souterrains de la Terre, les dirigeants de l'humanité travaillaient avec une détermination froide et concentrée. La générale Sarachen était assise à la tête d'une longue table, entourée des plus brillants esprits de tous les domaines du savoir humain. « Rapport d'étape », dit-elle simplement. Le docteur Marcus Webb, responsable de la recherche biologique, prit la parole en premier.
Nous disposons des profils génétiques complets de 17 sous-espèces différentes de Xerati. Nous savons comment ils se reproduisent, ce qu'ils mangent, quelles maladies ils peuvent attraper, comment leur organisme fonctionne et ce qui peut les tuer. Nous disposons d'échantillons de leur sang, de leur tissu et de leur matériel génétique provenant des restes du champ de bataille. Le docteur Elena Rodriguez, de Psychological Warfare, a ajouté « Nous disposons d'une analyse détaillée de leur structure sociale, de leurs croyances religieuses, de leurs valeurs culturelles et de leurs traumatismes historiques. Nous savons ce qu'ils craignent le plus et ce qui les motive. » Le colonel James Harrison, des services de renseignement, a poursuivi « Nous avons cartographié chaque monde zérétien, chaque station spatiale, chaque conception de vaisseau et chaque base militaire. Nous connaissons leurs lignes de ravitaillement, leurs réseaux de communication et leurs structures de commandement. » Le docteur Rebecca Torres, des systèmes environnementaux, a conclu « Nous avons analysé l'atmosphère, l'eau, le sol et les sources de nourriture de tous les mondes zérétiens. Nous savons exactement ce dont ils ont besoin pour survivre et comment les détruire. » Le général Chen hocha la tête. « Délai pour une solution complète ? Les armes biologiques peuvent être prêtes en 6 mois, répondit le docteur Webb. Les opérations psychologiques peuvent commencer immédiatement. Les armes environnementales prendront 1 an. L'extinction complète de l'espèce Xerati peut être obtenue en 18 mois si nous déployons toutes les méthodes simultanément. Code d'autorisation ? Phoenix 60, 17 confirmé. Le protocole Absolute est désormais actif. Le général Chen observa les visages autour de la table, sans émotion, si ce n'est une froide détermination. Messieurs, mesdames, l'Empire Xerati a tué 12 milliards de civils humains. Ils ont agi ainsi exprès pour faire comprendre que les humains sont faibles. Aujourd'hui, nous commençons à envoyer notre propre message. Quel est ce message, général ? Demanda le docteur Webb. Que toute espèce qui commet un génocide contre l'humanité sera complètement anéantie. Pas de survivants, pas de prisonniers, pas de pitié, pas de seconde chance. Elle se leva de table. Commencez toutes les opérations immédiatement. Dans l'espace humain, la réponse commença, mais ce n'était pas ce à quoi les autres espèces s'attendaient. Sur la station de recherche en orbite autour d'Europe, le docteur Sarakim a dirigé une équipe de virologues qui a créé les armes biologiques les plus mortelles jamais conçues. Ils ont prélevé des échantillons de matériel génétique des Xeratiais et ont commencé à créer des virus capables d'attaquer tous les aspects de leur biologie. Un virus détruirait leur système respiratoire. Un autre attaquerait leur cerveau. Un troisième perturberait leur circulation sanguine. Un quatrième les empêcherait d'avoir des enfants. Les virus étaient conçus pour se propager lentement et silencieusement. Un Xerati pouvait être porteur du virus pendant des mois sans savoir qu'il était malade. Il voyageait sur de nombreux mondes, propageant la maladie partout où il allait. Ce n'est que lorsque tous les mondes xératiens étaient infectés que les virus s'activaient. Sur Mars, le colonel Lisa Zhang a collaboré avec des équipes d'experts en guerre psychologique. Ils ont étudié tout ce qu'ils pouvaient sur la culture et l'histoire Zarati et ont découvert que la société Zarati était fondée sur l'honneur et la force. Les Zarati croyaient que leurs ancêtres les observaient depuis l'au-delà. Ils craignaient d'être considérés comme faibles ou lâches. Les équipes humaines ont commencé à créer de faux documents historiques qui donnaient l'impression que les plus grands héros Xerati étaient en fait des lâches, qui fuyaient la bataille. Ils créèrent de faux textes religieux, affirmant que les ancêtres étaient déçus par les Xerati modernes. Ils répandirent des rumeurs selon lesquelles les dirigeants xératiens actuels envisageaient de se soumettre à des espèces plus faibles. Ces armes psychologiques étaient conçues pour détruire la société xératienne de l'intérieur. Lorsque les guerriers commencèrent à douter de leur propre honneur, ils se battirent entre eux plutôt que de combattre les humains. Dans la ceinture d'astéroïdes, le docteur Michael Thompson supervisa la construction d'armes environnementales. Ces équipes construisirent des machines capables de transformer l'air des mondes Xerati, passant d'une atmosphère respirable à un gaz toxique. Ils créèrent des bactéries capables de dévorer toutes les plantes nécessaires à la survie de Xerati. Ils conçurent des dispositifs capables d'empoisonner les réserves d'eau de planètes entières. Les armes environnementales étaient censées rendre les mondes Xerati invivables. Même si certains Xerati survivaient aux virus et aux guerres civiles, ils n'auraient aucun endroit sûr où vivre. Mais le plus terrifiant dans la réaction humaine était la normalité apparente. Les civils vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Les enfants allaient à l'école.
Les gens se sont mis au travail. Les familles ont dîné ensemble. Personne ne semblait inquiet ou effrayé. Interrogés par des journalistes extraterrestres sur l'attaque des Zerati, la plupart des humains ont donné la même réponse. Le gouvernement s'en chargera. Il semblait totalement confiant dans la résolution du problème. De retour sur son vaisseau amiral, le commandant de guerre Zeratos commençait à s'inquiéter. Ses espions rapportaient que les humains ne construisaient plus de vaisseaux de guerre ni ne formaient plus de soldats. Au lieu de cela, ils construisaient des stations de recherche et des installations de fabrication pour des objets que ces espions ne pouvaient identifier. « Monsieur, » rapporta Grigstal, « nous détectons une activité étrange dans l'espace humain. De nombreux vaisseaux anonymes quittent les mondes humains et se dirigent vers la galaxie extérieure. Des flottes d'invasion? Non, monsieur. Ces vaisseaux semblent être des vaisseaux scientifiques à bord de cargo. Ils ne se dirigent pas vers notre territoire. Ils se dirigent vers des systèmes neutres et les mondes d'origine des espèces qui ont été en contact avec nous. » Xeratos était perplexe. Pourquoi les humains enverraient-ils des vaisseaux loin de la zone de guerre? Ce qu'il ignorait, c'est que ces vaisseaux transportaient des agents humains formés à l'infiltration et au sabotage. Ces agents étudiaient la biologie et la culture Zerati depuis des mois. Ils se dirigeaient désormais vers tous les mondes où les Zerati vivaient, travaillaient ou se rendaient. Certains agents obtinrent des emplois de commerçants et vendirent aux Zerati de la nourriture et des fournitures contenant des virus cachés. D'autres se faisaient passer pour des diplomates et diffusaient de faux documents historiques et textes religieux. D'autres encore travaillaient comme techniciens et sabotaient les équipements zératiens de manière à passer inaperçus pendant des mois. Les agents humains étaient comme un poison se propageant lentement dans l'espace zératien. Le temps que quiconque comprenne ce qui se passait, il serait trop tard pour l'arrêter. « Monsieur, » dit Grigstal lors d'un autre point de presse quotidien, « je reçois des rapports de problèmes inhabituels en provenance de nos colonies. Plusieurs mondes signalent des pannes d'équipement. D'autres connaissent des pénuries alimentaires. Certains sont confrontés à des troubles civils. Ce sont probablement des problèmes normaux, » répondit Zraktos. « Gérer un empire est difficile. Ce sont des choses qui arrivent. » Mais en privé, il commençait à s'inquiéter. Les humains auraient dû réagir avec des flottes et des armées. Au lieu de cela, ils semblaient ne rien faire. Ce n'était pas naturel. Toutes les autres espèces qu'ils avaient conquises avaient riposté immédiatement ou se rendaient rapidement. Les humains ne faisaient ni l'un ni l'autre. « Monsieur, » poursuivit Grigstal, « il y a autre chose. Nos experts culturels rapportent d'étranges découvertes dans nos archives historiques, des documents qui suggèrent que nos plus grands héros n'étaient peu, être pas aussi honorables qu'on le croyait. » Quel genre de documents? Des rapports de bataille montrant des guerriers célèbres fuyant les combats, des lettres personnelles révélant des pensées lâches, des textes religieux qui parlent de la déception ancestrale. Zraktos frappa du poing la table de commandement. Ce sont des mensonges. Nos héros étaient courageux et forts. Quelqu'un tente de corrompre notre histoire. Mais, monsieur, les documents semblent authentiques. Ils contiennent les matériaux appropriés, sont datés et rédigés dans le style approprié. Nos experts n'ont trouvé aucun signe de contrefaçon. Ce que Grigstal ignorait, c'est que des équipes humaines avaient passé des mois à créer ces faux documents. Elles avaient étudié l'écriture, les matériaux et l'histoire zératien avec tant de minutie qu'elles étaient parvenues à créer de faux documents plus vrais que nature. La guerre psychologique fonctionnait. Dans tout l'espace zérati, les guerriers commençaient à douter de leur propre culture et de leur histoire. Certains commençaient à se disputer pour savoir ce qui était vrai ou faux. Pendant ce temps, les armes biologiques se répandaient silencieusement parmi la population Xerati. Les individus infectés voyageaient de monde en monde, transportant avec eux les virus mortels. Les virus étaient conçus pour se cacher dans le corps des Xeratis pendant 6 mois avant de devenir actifs. Dès l'apparition des premiers symptômes, tous les mondes Xeratis seraient infectés. Il n'y aurait plus d'endroit sûr où se réfugier. « Commandant de guerre ?» demanda Grigstal lors de leur dernier briefing. « Je reçois des rapports inquiétants de tout notre territoire. Plusieurs mondes signalent des épidémies de maladies inconnues. Les symptômes sont sans précédent pour nos experts médicaux. » Zeratos sentit une peur glaciale s'insinuer en lui. « Combien de mondes ? » ?»« Tous, monsieur. Chaque Zerati, colonie, station et vaisseau signale les mêmes problèmes. Notre peuple tombe malade et nos médecins ne savent pas comment l'aider. » Tandis que Grigstal parlait, il se mit à tousser. De fines gouttes de sang violet s'écoulèrent de sa bouche. « Monsieur, dit-il faiblement,
Je crois que je suis malade aussi. Xeractos regarda son fidèle officier et comprit enfin ce qui se passait. Les humains ne se préparaient pas à la guerre. Ils se préparaient à l'extinction. Combien de temps nos experts médicaux estiment-ils qu'il nous reste? Demanda Théil. Grigstal s'écroula au sol, crachant encore du sang. Ils estiment à 6 mois, peu, être moins, la fin définitive de l'espèce. Le commandant de guerre Zraktos, le fier guerrier qui avait conquis des dizaines de mondes, s'assit dans son fauteuil de commandement et se prit la tête dans les mains. Pour la première fois de sa vie, il ressentit une véritable peur. « Envoyez un message à l'espace humain », ordonna-t-il faiblement. « Dites-leur. Dites-leur que nous voulons la paix. Nous quitterons leur territoire. Nous paierons les dommages. Nous ferons tout ce qu'ils voudront. » Mais lorsque le message fut envoyé, il resta sans réponse. Les humains n'étaient intéressés ni par la paix, ni par le paiement, ni par la négociation. Leur seul souci était de s'assurer que Xerati n'existerait plus jamais. 6 mois après le largage des armes biologiques, l'espace zératien était devenu un lieu de mort et d'horreur. Sur la planète capitale Xerac Prime, ce qui avait été une fière civilisation était désormais en ruine. L'ancien commandant de guerre Zeractos peinait à respirer en arpentant les rues désertes de la capitale. Le virus avait détruit ses poumons, comme il avait détruit ceux de tous les autres Zerati. Du sang violet maculait son armure à cause d'une toux constante. Ses avant-bras tremblaient de faiblesse. La ville autour de lui était silencieuse, à l'exception du bruit du vent soufflant à travers les vitres brisées. Des corps gisaient partout. Certains étaient tombés dans les rues. D'autres étaient morts chez eux. Quelques-uns avaient réussi à atteindre les centres médicaux avant que le virus ne les tue. « Rapport de situation », murmura-t-il dans son appareil de communication. Sa voix était si faible que la machine parvenait à peine à la capter. « Monsieur », répondit le lieutenant Vexmar, l'un des rares Xeratis encore en vie, « j'ai des rapports de tous les secteurs. La population totale de Xerath Prime est passée de 8 milliards à environ 50 000 habitants. Tous les autres mondes rapportent des chiffres similaires. » Zaractos ferma les yeux. Son espèce comptait plus de 40 milliards d'individus il y a seulement 6 mois. Aujourd'hui, ils étaient presque éteints. Et nos flottes? Mortes, monsieur. Les équipages étaient infectés, comme tout le monde. La plupart des vaisseaux flottent vite dans l'espace. Quelques-uns se sont écrasés lorsqu'il ne restait plus personne pour les piloter. Et nos colonies? Disparues, monsieur. Chaque monde que nous contrôlions est soit vide, soit ne compte que quelques survivants. Les humains n'ont même pas pris la peine d'envoyer des navires pour les récupérer. Ils semblent satisfaits de laisser le monde vide. Zraktos s'assit sur les marches de ce qui avait été autrefois la grande académie militaire. Des milliers de jeunes guerriers Zeratis y étaient entraînés. À présent, il n'y avait plus que des cadavres. Lieutenant, les humains répondent-ils à nos offres de reddition? Non, monsieur. Nous avons envoyé plus de 200 messages demandant des pourparlers de paix, proposant une reddition complète et même proposant de devenir esclaves. Les humains ne répondent à aucun d'entre eux. C'était le plus terrifiant. Ils n'avaient pas envoyé de flotte d'invasion pour conquérir les mondes zératiens. Ils n'avaient pas envoyé de forces d'occupation. Ils n'avaient même pas envoyé de messages exigeant la reddition. Ils avaient simplement lâché leurs armes et attendu la mort de tous les Zeratis. Pendant ce temps, sur Terre, la générale Sarachène était assise dans son bureau, lisant les rapports quotidiens. L'extinction des Zeratis se déroulait exactement comme prévu. Les armes biologiques avaient réduit leur population de 99%. La guerre psychologique avait provoqué des guerres civiles qui avaient tué la plupart des survivants du virus. Les armes environnementales avaient rendu leurs mondes restants inhabitables. Général, a déclaré son assistant, le commandant Thor, « Nous recevons des messages de reddition des Zeratis survivants. Ils implorent notre pitié. Combien y a-t-il de survivants? Les estimations actuelles suggèrent moins de 10 000 individus dispersés sur leur ancien territoire. La plupart mourront d'ici quelques semaines à cause des poisons environnementaux, acquiesça le général Shen, sans émotion. Continuez à surveiller la situation. Ne répondez pas à leurs messages. Madame, sauf votre respect, certains des Zeratis survivants sont des civils, voire des enfants. Shen leva les yeux de ses rapports, le regard froid. Commandant, les Aratis ont tué 12 milliards de civils, dont des enfants. Ils n'ont pas épargné nos innocents. Nous n'épargnerons pas les leurs. La doctrine est claire. Toute espèce qui commet un génocide contre l'humanité sera complètement éteinte.
sans exception, sans pitié, sans survivant. Elle retourna à ses papiers. De plus, les profils psychologiques indiquaient que les enfants Zerati devenaient des guerriers. Les laisser en vie ne ferait que créer de futurs ennemis. Ce que le général Shen oublia, c'est que des agents humains traquaient déjà les survivants Xerati. Des équipes spéciales avaient été envoyées pour traquer chaque Zerati de la galaxie. Même ceux qui vivaient paisiblement sur des mondes neutres étaient éliminés discrètement. À la station commerciale de Nouvelle Harmonie, un marchand Xerati nommé Clickstar tentait de se fondre dans la foule. Il était absent de l'espace Zerati lorsque la peste a éclaté, évitant ainsi l'infection. Mais il savait que les humains recherchaient des survivants. Il avait entendu les rumeurs. Des Xerati qui tentaient de se cacher sur d'autres mondes étaient retrouvés morts chez eux. Toujours, de la même manière, d'une seule balle dans la tête, rapide et nette. Ni torture, ni cruauté, juste une exécution efficace. Clickstar n'avait jamais été un guerrier. Il vendait des objets d'art et d'artisanat fabriqués par différentes espèces. Il n'avait jamais fait de mal à personne. Il avait été horrifié d'apprendre l'attaque sur les mondes humains. Mais rien de tout cela n'avait d'importance à présent. Il était Zerati, et cela suffisait. « Excusez-moi », dit une voix derrière lui. Il se retourna et vit une femme humaine aux cheveux bruns courts et au regard bienveillant. On aurait dit une touriste ou une commerçante. « Oui », répondit-il nerveusement. « Clickstar du navire marchand Silverwind ?» Son sang se glaça. « Comment connaissez-vous mon nom ?» La femme sourit, mais son regard resta froid. « Nous connaissons les noms de tous les Xerati restants. Il reste actuellement 8847 d'entre vous en vie dans la galaxie. Ce nombre diminue chaque jour. S'il vous plaît, supplia Clixitar, je n'ai jamais fait de mal à aucun humain. Je suis juste une traîtresse. Je vends de l'art et de la beauté, pas des armes. Je sais, dit la femme. Nos dossiers montrent que vous avez eu des interactions positives avec les humains pendant plus de 15 ans. Vous n'avez jamais commis de crime. Vous avez aidé des commerçants humains à trouver de bonnes affaires et des ports sûrs. Alors pourquoi? Parce que vous êtes Zerati. Votre espèce a choisi de commettre un génocide contre les civils humains. Les conséquences de ce choix affectent chaque membre de votre espèce, indépendamment de sa culpabilité ou de son innocence. Elle fouilla dans sa veste et en sortit une petite arme. « Je ferai vite, promit-elle. Vous ne souffrirez pas. Mais ce n'est pas la justice, dit Clickstar désespérément. Je suis innocent. Ce n'est pas la justice, dit Clickstar désespérément. Je suis innocent. Les 12 milliards d'humains que votre peuple a tués ont également été tués. La justice serait assurée si nous tuions seulement les Zerati qui ont attaqué nos mondes. Mais nous ne recherchons pas la justice. Que recherchez-vous? La prévention. Nous veillons à ce qu'aucun Zerati n'ait plus jamais l'occasion de blesser des humains. Le seul moyen d'y parvenir est de s'assurer qu'aucun Zerati n'existe. L'arme tira un coup. Clickstar tomba au sol, morte sur le coup. L'humaine rangea son arme et se dirigea calmement vers la sortie de la station. Autour d'elle, d'autres extraterrestres faisaient semblant de n'avoir rien vu. Tout le monde savait ce qui arrivait aux espèces qui perturbaient les affaires humaines. De retour sur Zarak Prime, le commandant de guerre Zraktos reçut le rapport final de son réseau de renseignement. Les nouvelles étaient pires qu'il ne l'avait imaginé. Monsieur le lieutenant Vexmar le rapporta par le système de communication. Nos agents à travers la galaxie sont tous silencieux. La dernière observation confirmée d'un Xerati vivant hors de notre ancien territoire remontait à 3 jours. Il semble que les humains traquent systématiquement chaque survivant. Xeratos cracha encore du sang violet. Le virus était à son stade final. Il mourrait en quelques heures, comme tout le monde. Combien d'entre nous restent-ils? Sur ce monde, peu. Être 200? Dispersés sur tous les autres mondes, peu. Être quelques centaines de plus. Moins d'1 millier au total. Et les humains? Toujours pas de réponse. Aux communications, toujours pas de revendication de notre territoire. Il semble se contenter d'attendre que nous mourions tous naturellement. Xeratos rit. Mais son rire se transforma en quinte de toux. Comprends-tu ce qu'ils ont fait, Vexmar? Monsieur? Non. Ils nous ont juste vaincus. Ils nous ont anéantis. Dans quelques jours, il n'y aura plus de Zerati vivants dans la galaxie. Dans quelques années, plus personne ne se souviendra de notre existence, si ce n'est pour nous avertir de ce qui arrive quand on met les humains en colère. Mais ils enregistreront sûrement notre histoire.
nos exploits, les mondes que nous avons bâtis. Non, dit faiblement Zraktos. J'ai surveillé les communications humaines. Ils suppriment déjà toute référence à notre civilisation de leur base de données. Quand nous serons partis, ce sera comme si nous n'avions jamais existé. Il regarda par la fenêtre la ville déserte. 43 milliards de Zeratis sont morts parce que j'ai décidé d'attaquer des civils humains. Notre espèce entière a été anéantie à cause de mon arrogance. Monsieur, vous ne pouviez pas prévoir que les humains réagiraient ainsi. Aurais-je pu? Les renseignements étaient là. Des rapports sur les Turiens dans les Creeks. Des avertissements du Conseil galactique. Mais je pensais que nous étions différents. Je nous croyais plus forts. Zraktos s'effondra, ses jambes ne pouvant plus le soutenir. Je croyais les humains faibles parce qu'ils paraissaient mous et respiraient la paix. Je ne comprenais pas que leur douceur cachait quelque chose de bien plus dangereux que la force d'un guerrier. Qu'est-ce que c'est, monsieur? La détermination absolue à protéger son peuple, quel qu'en soit le prix. En tuant leurs civils, nous ne nous sommes pas contentés de les attaquer physiquement. Nous avons attaqué tout ce qui leur était cher, leur famille, leurs enfants, leur avenir. Et maintenant, nous payons le prix de cette attaque. Extinction totale. Ni pitié, ni survivants, ni seconde chance. La voix du lieutenant Vexmar faiblissait également. Le virus le tuait, lui aussi. Pensez-vous qu'ils ont raison d'agir ainsi? Zraktos réfléchit longuement à la question. Bien ou mal. Peu importe désormais. Ce qui compte, c'est qu'ils soient rigoureux. Ils ont fait en sorte qu'aucun Zerati ne puisse plus jamais faire de mal à des enfants humains. J'aimerais juste... Quoi? J'aimerais pouvoir m'excuser auprès d'eux, auprès des familles des humains que nous avons tués, pour leur dire que tous les Zeratis n'étaient pas favorables à l'attaque. Ils s'en ficheraient, dit Xeratos. Et peu auront-ils raison de s'en ficher. Nous sommes une espèce guerrière. Même si certains d'entre nous étaient pacifiques, nous avons élevé nos enfants pour qu'ils deviennent des combattants. Tôt ou tard, une autre guerre aurait éclaté. Ils ont donc choisi d'en finir une fois pour toutes. Oui. Zraktos ferma les yeux, la respiration devenant trop difficile. Vexmar envoya un dernier message à l'espace humain. Que devait-il dire, monsieur? Dites-le leur. Dites-leur que nous comprenons pourquoi ils ont agi ainsi. Dites-leur que notre extinction est un avertissement aux autres espèces quant aux conséquences de toute atteinte aux civils humains. Dites-leur que nous espérons que notre mort empêchera de futurs génocides. C'est tout? Non. Dites-leur que les derniers Xerati reconnaissent la victoire humaine, totale et sans partage. Nous soumettons non seulement nos vies, mais notre existence entière à leur justice. La communication fut interrompue lorsque le lieutenant Vexmar mourut à son poste. Le commandant de guerre Zraktos gisait sur le sol de son ancien centre de commandement, les yeux rivés sur des écrans montrant l'espace vide où patrouillaient autrefois les flottes zératiennes. Il avait été l'un des plus grands commandants militaires de la galaxie. Il avait conquis des mondes et vaincu des armées. Plus rien n'avait d'importance désormais. Dans quelques minutes, il serait mort. Dans quelques jours, tous les Xerati seraient morts. Dans quelques mois, ce serait comme si leur espèce n'avait jamais existé. Les humains n'avaient pas seulement gagné une guerre, ils avaient anéanti une civilisation entière. Alors que l'obscurité enveloppait sa vision, Xeratos eut une dernière pensée. Les humains n'étaient ni cruels ni mauvais. Ils étaient simplement méticuleux. Quand quelqu'un menaçait leurs enfants, ils s'assuraient que cette menace ne puisse plus jamais exister. D'autres espèces tireraient les leçons du sort des Xerati. Elles comprendraient que les humains pouvaient être des voisins pacifiques ou des ennemis absolus, mais jamais entre les deux. Le choix leur appartenait toujours. Le commandant de guerre Zraktos, dernier chef militaire de l'Empire Zerati, mourut avec cette compréhension. Au-dessus de lui, des systèmes automatisés continuaient de diffuser des messages de reddition qui ne recevaient jamais de réponse. Dans l'espace humain, les messages étaient reçus et immédiatement supprimés. Il n'était pas nécessaire de réagir face à une espèce qui n'existerait plus très longtemps. 2 ans s'étaient écoulés depuis que le dernier Zerati était mort seul dans une station médicale de la bordure extérieure. La galaxie avait changé d'une manière imprévisible. Le Conseil galactique s'est réuni en session d'urgence pour la 5e fois cette année. La grande salle, autrefois animée par les voix assurées de centaines d'espèces, était désormais remplie de murmures et de regards inquiets. L'ancien Ketavar, désormais plus âgé et plus fragile, se tenait de nouveau au centre de la salle. Mais cette fois,
Il ne lançait pas d'avertissement. Il lisait des rapports. L'Empire Zarati était officiellement éteint, annonça-t-il. Les 47 mondes de leur ancien territoire restent vides. Plus de vaisseaux, plus de colonies, plus de survivants. Recensement galactique. Confirmation de l'absence de Xerati vivant dans la galaxie. La salle était silencieuse. Tout le monde s'attendait à cette nouvelle. Mais l'apprendre officiellement était tout de même un choc. De plus, poursuivit Ketvar, des équipes d'enquêteurs humains ont commencé à cataloguer les mondes Zerati. Ils suppriment toute technologie, toute œuvre d'art, toute trace. D'ici 6 mois, il n'y aura plus aucune preuve de l'existence des Zerati. Une voix s'éleva dans la foule. Qu'adviendra-t-il de ces mondes ? Répondit Ketvar. Les humains les ont déclarés lieux de mémoire pour les 12 milliards de civils morts lors de l'attaque initiale. Aucune espèce ne sera autorisée à les coloniser. Feltar, l'être de cristal, palpitait d'inquiétude. Les humains renoueront sûrement des relations diplomatiques normales maintenant que leur vengeance est accomplie. Ketvar pressa pour prendre le contrôle et un écran holographique afficha l'espace humain. C'est le territoire humain actuel. La carte affichait les mêmes frontières qu'avant la guerre. L'espace humain ne s'était pas étendu du tout. Les humains n'ont pas conquis un seul monde Xerati. Ils n'ont pris aucune technologie, ni aucune ressource des territoires conquis. Ils ne semblent pas intéressés par les bénéfices de la victoire. Alors que veulent-ils ? Demanda l'unité cognitive Prime. Ils veulent que la galaxie se souvienne, répondit simplement Ketver. Ils veulent que chaque espèce comprenne ce qui se passe lorsque les humains sont poussés au-delà de leurs limites. À cet instant, les portes principales de la salle s'ouvrirent. Une humaine vêtue d'un simple costume gris entra. Ce n'était pas l'amical ambassadeur David Park qui représentait l'humanité depuis des années. C'était une nouvelle venue. « Je suis le colonel Lisa Zhang », dit l'humaine en se dirigeant vers le centre de la salle. « Je suis le nouveau représentant de l'humanité au Conseil galactique. » Des murmures parcoururent la foule. Personne ne s'attendait à ce que les humains envoient un officier comme diplomate. « Je suis ici pour clarifier la position de l'humanité face aux récents événements, » poursuivit le colonel Zhang. Beaucoup d'entre vous semblent perplexes quant à ce qui est arrivé aux Zerati et à ce que cela signifie pour l'avenir. Elle regarda la salle d'un regard calme et posé. L'Empire Zerati a commis un génocide contre les civils. Il a tué 12 milliards d'innocents, dont des enfants. Il a agi délibérément, comme une démonstration de force pour intimider notre espèce. En réponse, l'humanité a appliqué la doctrine de la guerre absolue. Cette doctrine stipule que toute espèce commettant un génocide contre des civils humains sera condamnée à l'extinction complète. Ni négociation, ni pitié, ni survivant. Un représentant de l'Empire Draconis se leva. « Colonel Zhang, votre peuple comprend sûrement que la guerre implique des victimes civiles. L'action des Zarati, bien que regrettable, s'inscrivait dans les paramètres militaires normaux. » Le colonel Zhang se tourna vers le représentant de Draconis. Non, ce n'était pas le cas. Les Zarati n'ont pas attaqué de cibles militaires. Ils n'ont pas affronté de flottes humaines. Ils ont ciblé spécifiquement des centres de population civile dans le but de tuer le plus d'innocents possible. Ce n'était pas une guerre. C'était une tentative de génocide. Et la peine pour une tentative de génocide contre l'humanité est l'extinction. Mais colonel, dit l'orateur collectif Nexari, votre réponse dépassait de loin ce qu'une espèce civilisée aurait jugé approprié. Vous avez détruit une civilisation entière. Oui, répondit Zhang sans émotion. C'était le but. La salle s'ouvrit en cris de surprise. Les extraterrestres discutaient dans des dizaines de langues. Certains semblaient terrifiés, d'autres en colère. Zhang attendit que le bruit s'apaise avant de poursuivre. Je sais que c'est difficile à comprendre pour beaucoup d'entre vous. Votre espèce mène des guerres pour conquérir des territoires ou des ressources. Vous cherchez à vaincre vos ennemis et à les forcer à se rendre. Les humains sont différents. Quand quelqu'un menace nos enfants, nos familles, nos civils, les humains sont différents. Quand quelqu'un menace nos enfants, nos familles, nos civils, nous ne cherchons pas la victoire. Nous cherchons la prévention. Nous veillons à ce que la menace ne se reproduise plus jamais. Mais, dit une petite voix dans le hall, il aurait sûrement pu y avoir un compromis, une punition moins sévère que l'extinction totale. Zhang secoua la tête. Les Zerati étaient une culture guerrière. Ils croyaient que la force prime sur le droit. Ils pensaient que les humains étaient faibles parce qu'ils préféraient la paix. Même si nous avions vaincu leur armée et occupé leur monde, ils auraient reconstruit.
ils auraient réessayé. Le seul moyen de s'assurer que les Zerati ne tueraient plus jamais d'enfants humains était de s'assurer qu'aucun Zerati n'existe. L'ancien Kedvar prit la parole depuis son siège. Colonel Zhang, qu'en est-il des Xerati innocents, des civils qui n'avaient rien à voir avec l'attaque, des enfants qui n'avaient pas encore appris à se battre? Pour la première fois, une sorte d'émotion traversa le visage de Sun Shang. Ancien Kedvar, chaque enfant humain mort lors de cette attaque était innocent, mais les Zeratis ne les ont pas épargnés. Plus important encore, les enfants zératiens étaient élevés dès leur naissance pour devenir des guerriers. Leur culture tout entière glorifiait la conquête et la violence. Ces enfants auraient dû devenir la prochaine génération de tueurs. Alors nous avons veillé à ce qu'il n'y en ait pas. Le silence retomba dans la salle. La désinvolture avec laquelle Zhang évoquait l'extinction des enfants était plus terrifiante que n'importe quelle menace. « Que va-t-il se passer maintenant » demanda le représentant de Veltar. « Maintenant la galaxie continue comme avant » répondit Zhang. « Les humains aspirent à la même chose que nous. Vivre en paix, commercer équitablement et être laissés tranquilles. Mais chacun devrait comprendre que, pour l'humanité, être laissé tranquille implique de ne pas laisser ses civils être assassinés par d'autres espèces. » Elle s'approcha des représentants rassemblés. « Soyons clairs, les humains ne sont pas agressifs. Nous ne voulons pas conquérir d'autres mondes ni bâtir un empire. Nous sommes heureux d'être amis avec toute espèce qui nous traite avec un respect élémentaire. Mais si une espèce décide de commettre un génocide contre des civils humains, elle subira le même sort que les Xeratis. Extinction totale. Pas d'avertissement. Pas de seconde chance. Pas de pitié. Comment savoir ce qui vous mettra suffisamment en colère pour déclencher cette réaction ? Demanda le premier de l'unité cognitive. C'est simple, répondit Zhang. Ne tuez pas délibérément de civils humains. N'attaquez pas les colonies humaines dans le but d'assassiner des innocents. Ne tentez pas d'anéantir des populations humaines. Tout le reste peut être négocié. Les différends commerciaux, les conflits frontaliers, les désaccords sur les ressources sont des problèmes normaux qui peuvent être résolus par la diplomatie. Mais un génocide est différent. Un génocide contre les humains signifie l'extinction de l'espèce qui le commet. Un représentant d'une petite espèce pacifique demanda nerveusement « Et s'il y avait un accident ? Et si des victimes civiles survenaient lors d'un conflit légitime ?» L'expression de Zhang s'adoucit légèrement. « Les accidents arrivent en temps de guerre. Nous le comprenons. La doctrine militaire humaine prévoit une réponse proportionnelle aux actions militaires légitimes. Les Zeratis n'attaquaient pas des cibles militaires par accident. Ils choisissaient spécifiquement de cibler des centres de population civile. Ils voulaient tuer autant d'innocents que possible pour faire passer un message fort. Ce n'était pas un accident, c'était une tentative de génocide. » Elle regarda une dernière fois la salle autour d'elle. « Je tiens à clarifier les intentions de l'humanité. Nous ne voulons pas que les autres espèces nous craignent. Nous voulons qu'elles respectent le principe fondamental selon lequel le meurtre d'innocents a des conséquences. La plupart d'entre vous sont des partenaires commerciaux et des alliés de l'humanité depuis des décennies. Rien n'a changé dans ces relations. Nous voulons toujours travailler ensemble, partager nos connaissances et bâtir une galaxie pacifique. Mais désormais, chacun sait ce qui arrive aux espèces qui franchissent certaines limites. » L'ancien Kedvar se leva lentement. « Colonel Zhang, qu'en est-il des mondes zérativides? Resteront-ils inhabités à jamais? Oui, ce sont désormais des lieux de mémoire. 47 systèmes stellaires rappellent ce qui s'est passé lorsqu'on a décidé de commettre un génocide contre des civils humains. Aucune espèce ne sera autorisée à coloniser ces mondes. Ils resteront déserts tant que l'humanité existera. » Alors que Zhang s'apprêtait à partir, un jeune représentant d'une espèce récemment contactée s'écria « Colonel, comment savons-nous que les humains ne décideront pas? Nous sommes une menace? Comment savons-nous que vous ne nous éliminerez pas pour une offense mineure ?» Zhang s'arrêta et se retourna vers son interlocuteur. Pour la première fois, elle sourit légèrement. « Puisque vous posez cette question, les Zeratis n'ont jamais cherché à éviter de mettre les humains en colère. Ils pensaient que nous étions faibles et que nos réactions n'avaient aucune importance. Toute espèce souhaitant éviter la réaction extrême de l'humanité doit simplement suivre une règle. Ne commettez pas de génocide contre les civils. Commercez avec nous, rivalisez avec nous, et même discutez avec nous. Mais n'assassinez pas délibérément nos innocents. C'est aussi simple que ça. » Alors que le colonel Zhang quittait la salle, les représentants rassemblés commencèrent à discuter entre eux, à voix basse et pressante.
La galaxie avait changé, et chacun devait comprendre ce que cela signifiait pour sa propre espèce. Dans les semaines qui suivirent, les effets de l'extinction des Xerati devinrent évidents dans toute la galaxie. L'hégémonie Kartak, connue pour son expansion agressive, s'intéressa soudain à la diplomatie pacifique. Ses flottes de guerre furent discrètement converties en vaisseaux d'exploration. L'Empire Draconis, qui préparait une action militaire contre plusieurs espèces plus petites, changea brusquement de cap et proposa des traités de défense mutuelle. Les espèces changèrent brusquement de cap et proposèrent des traités de défense mutuelle. Le syndicat de Vortin, pirate et pillard notoire, démantela ses flottes et devint du jour au lendemain de véritables traîtres. Toutes les espèces agressives de la galaxie observèrent les mondes Xerati déserts et décidèrent que leur plan ne valait pas la peine de risquer la colère des humains. Pendant ce temps, les espèces pacifiques constataient que leur relation avec l'humanité était plus forte que jamais. Les humains semblaient sincèrement reconnaissants de leur amitié et se montraient généreux en matière d'accords commerciaux et de partage de technologies. C'était comme si la galaxie avait été divisée en deux catégories, les espèces avec lesquelles les humains pouvaient collaborer et celles qui n'existaient plus. Le message était clair pour tous. Choisissez judicieusement la catégorie à laquelle vous souhaitez appartenir. Sur Terre, Général Sarachen était assise dans son bureau et lisait des rapports sur la réponse galactique à l'extinction des Errati. Les accords commerciaux étaient en hausse. Les conflits militaires entre espèces étaient en baisse. La piraterie avait presque disparu. « Madame », dit le commandant Thor, « il semble que la démonstration ait eu l'effet escompté. Les espèces agressives privilégient la diplomatie plutôt que le conflit. » Shen hocha la tête. « Bien. Les Erratis sont morts pour une raison. Leur extinction a permis d'éviter d'innombrables guerres futures et de sauver des millions de vies. Pensez-vous que les autres espèces comprennent vraiment le message ? Elles comprennent que les humains détruiront complètement toute espèce qui commet un génocide contre nos civils. Qu'ils comprennent pourquoi nous agissons ainsi importe moins que le fait qu'ils ne nous testeront pas. » Shen regardait par sa fenêtre le ciel paisible de la Terre, où les enfants jouaient et les familles vivaient une vie normale. Les Xerati pensaient pouvoir tuer nos enfants pour démontrer leur pouvoir. Au lieu de cela, leur extinction a démontré le nôtre. À quoi bon, madame ? Que l'humanité paiera n'importe quel prix, portera n'importe quel fardeau et détruira n'importe quel ennemi pour protéger notre peuple innocent. Et maintenant, toutes les espèces de la galaxie le savent. 5 ans s'étaient écoulés depuis la mort du dernier Xerati. La galaxie était bien différente maintenant. Docteur Sarachen, ancienne générale, et aujourd'hui secrétaire aux affaires galactiques pour l'humanité, se tenait à la fenêtre de son bureau dans la nouvelle station spatiale de Genève. En dessous d'elle, la Terre poursuivait sa lente rotation, paisible et verdoyante. Au-dessus d'elle, les étoiles détenaient des secrets appris au prix du sang et de l'extinction. « Madame », dit son assistante, la commandante Maria Santos. « Le rapport galactique quotidien est prêt. » Shen se détourna de la fenêtre et se dirigea vers son bureau. Les écrans holographiques présentaient des cartes stellaires de la galaxie connue, avec des couleurs différentes indiquant le statut de chaque région. Les zones vertes indiquaient les espèces entretenant des relations amicales avec l'humanité. Il y avait de nombreuses zones vertes. Les zones jaunes désignaient des territoires neutres où les espèces s'occupaient de leurs affaires et évitaient les conflits. Il y avait également de nombreuses zones jaunes. Les zones bleues indiquaient des zones où les humains avaient conclu des accords commerciaux et des échanges culturels qui se multipliaient chaque année. Les zones rouges indiquaient des menaces potentielles ou des espèces agressives susceptibles de représenter un danger pour les civils. La carte ne montrait aucune zone rouge. « Rapport de situation », dit Shen en s'asseyant. « Tous les secteurs galactiques restent pacifiques », répondit le commandant Santos. « Aucun conflit militaire entre espèces majeures. Aucun acte d'agression contre des civils ou des installations humaines n'a été signalé. État des échanges commerciaux ? Les échanges avec l'espace humain ont augmenté de 40% cette année. 16 nouvelles espèces ont demandé des accords commerciaux officiels. 8 autres ont réclamé des traités de défense mutuelle. Des espèces ont-elles montré des signes d'agressivité ? Aucune, madame. L'agression la plus proche que nous ayons observée est un conflit frontalier entre la Fédération altarienne et la République Centauri. Les deux camps ont expressément demandé une médiation humaine pour éviter une escalade du conflit. Shen hocha la tête. Les choses étaient ainsi depuis 5 ans maintenant. La galaxie avait appris à se contrôler elle-même pour éviter de mettre les humains en colère.
Qu'en est-il des zones commémoratives? Les 47 anciens mondes Xeratis demeurent vides et intacts. Les capteurs longue portée confirment l'absence d'atterrissage non autorisé ni de tentative de colonisation. Les balises commémoratives fonctionnent correctement et diffusent des archives historiques. Shen a affiché les archives commémoratives sur son écran. Chaque balise racontait la même histoire. Ce monde abritait autrefois l'Empire Zerati. Les Zerati ont commis un génocide contre les civils, tuant 12 milliards d'innocents, dont des enfants. En réponse, l'humanité a mis en œuvre la doctrine de la guerre absolue. L'espèce Zarati a été complètement éteinte en 18 mois. Ces mondes vides rappellent les conséquences d'un génocide contre les civils humains. Les balises diffusaient ce message dans toutes les langues galactiques connues, se mettant à jour automatiquement à mesure que de nouvelles espèces étaient découvertes. Des réactions aux diffusions commémoratives, principalement des expressions de compréhension et de condoléances pour les pertes humaines. Plusieurs espèces récemment découvertes ont spécifiquement demandé des éclaircissements sur les politiques humaines afin de s'assurer qu'elles ne franchissent pas involontairement les limites. Et les espèces plus anciennes? Un respect total de toutes les demandes humaines. L'Empire Draconis a maintenu une neutralité totale pendant 5 ans. L'hégémonie Kartak a dissous ses flottes militaires et les a converties à l'exploration. Des vaisseaux. Les pirates Vorton n'ont attaqué aucun navire depuis l'extinction des Zerati. Shen eut un léger sourire, un sourire froid, mais satisfait. « Madame, poursuivit le commandant Santos, il y a un élément intéressant. Le Conseil galactique a reçu une pétition d'une coalition d'espèces demandant la reconnaissance officielle du protocole de paix humaine. De quoi s'agit-il? Ils veulent officialiser la loi galactique selon laquelle toute attaque contre des civils humains entraînera des sanctions immédiates et l'isolement de toutes les autres espèces. Essentiellement, ils veulent s'assurer que si une espèce est assez stupide pour irriter à nouveau les humains, elle affrontera la galaxie entière comme ennemie, et pas seulement l'humanité. Shen a réfléchi à la question. Quelle est, selon vous, leur motivation? La peur, principalement. Ils ont vu ce que les humains font aux espèces qui commettent un génocide contre notre peuple. Ils veulent s'assurer que personne d'autre ne soit tenté de tenter l'expérience. Parce qu'ils savent que les réactions humaines affectent la galaxie entière. C'était vrai. L'extinction des Zerati avait tout changé. Route commerciale, alliances politiques, stratégie militaire, tout avait été réorganisé autour du simple principe de ne pas irriter les humains. Approuvé. Le protocole décida Chen. Il sauvera des vies à long terme. Oui, madame. Chen décida. Cela sauverait des vies à long terme. Oui, madame. Shen retourna contempler les étoiles. Quelque part, là-bas, des milliards d'êtres extraterrestres vivaient leur quotidien dans une galaxie plus paisible qu'elle ne l'avait été depuis des siècles. Ils n'étaient pas paisibles parce qu'ils avaient appris à s'aimer. Ils étaient paisibles parce qu'ils avaient appris. Qu'est-il arrivé aux espèces qui menaçaient les enfants humains? Commandant, quelle est l'estimation actuelle de la population humaine dans l'espace? Environ 847 milliards d'humains répartis sur un V147 mondes habités, madame. Le taux de croissance reste stable à 2,3% par an. Et combien d'humains ont péri lors de l'attaque de Zerati? 12 milliards, madame. Chan a fait un rapide calcul mental. En 5 ans, la croissance démographique a compensé les pertes causées par l'attaque de Zerati. Mais là n'était pas la question. L'important était que ces 12 milliards de personnes étaient des civils innocents morts sans raison, si ce n'est pour envoyer un message sur le pouvoir des Zeratis. « Madame, dit doucement le commandant Santos, regrettez-vous ce que nous avons fait aux Zeratis? Chen resta silencieux un long moment. Ce n'était pas la première fois qu'on lui posait cette question, et elle donnait toujours la même réponse. Je regrette que cela ait été nécessaire. Je regrette que les Zerati aient choisi de commettre un génocide contre notre peuple. Je regrette que 12 milliards d'êtres humains innocents soient morts. Mais est-ce que je regrette que les Zerati aient choisi de commettre un génocide contre notre peuple? Je regrette que 12 milliards d'êtres humains innocents soient morts. Mais est-ce que je regrette notre réaction? Non. L'élimination des Zerati a empêché de futurs génocides et sauvé d'innombrables vies à travers la galaxie. Comment en être sûr? Regardez les données. Avant l'extinction des Zerati, il y avait en moyenne 15 guerres majeures par an dans la galaxie. Les espèces s'attaquaient régulièrement aux populations civiles des autres. Le génocide était considéré comme une tactique militaire acceptable. Désormais,
Plus aucune guerre majeure, plus aucune attaque contre les populations civiles, plus aucun génocide. Les Xerati sont morts pour que des milliards d'autres êtres innocents puissent vivre en paix. Le commandant Santos acquiesça, même si Shen sentait qu'elle était encore troublée par l'ampleur de l'extinction. « Madame, que se passerait-il si l'humanité rencontrait une espèce qui ignore notre histoire? Et s'ils attaquaient nos civils sans en comprendre les conséquences? Ils en apprendraient alors les conséquences, comme les Xerati ?» répondit Chen sans hésiter. La doctrine de la guerre absolue n'exige pas que les espèces en soient informées à l'avance. L'ignorance ne justifie pas un génocide. Mais nous devrions sûrement donner des avertissements au préalable. Chen se tourna vers son assistante. Commandant, si une espèce est capable de voyager interstellaire, elle est capable d'étudier l'histoire des espèces qu'elle rencontre. S'ils choisissent d'attaquer des civils humains sans connaître nos doctrines défensives, c'est leur choix. Cette doctrine existe pour protéger les vies humaines, et non pour être juste envers les ennemis potentiels. Chan retourna à son bureau et ouvrit un autre écran. Celui-ci indiquait l'emplacement des colonies humaines et les mesures défensives qui les protégeaient. Chaque humain, World Now, dispose de systèmes d'alerte précoce capables de détecter l'arrivée de flottes des semaines à l'avance. Chaque colonie dispose de procédures d'évacuation. Chaque population civile a accès à des abris souterrains. Mais notre meilleure défense ne réside ni dans les boucliers, ni dans les armes, ni dans les bunkers. Notre meilleure défense réside dans la certitude que chaque espèce de la galaxie sait ce qui arrive à ceux qui s'en prennent aux civils. Cette connaissance a permis d'éviter plus de guerres que n'importe quelle arme jamais construite. Comme pour confirmer ses dires, une alerte retentit sur son ordinateur. Le commandant Santos vérifia le message. « Madame, nous avons un rapport de la frontière, secteur. Une espèce jusque-là inconnue, les Zedkari a établi un premier contact avec l'une de nos équipes d'exploration. Quelle a été leur réponse? D'après le rapport, les premiers mots prononcés par le chef Zedkari ont été « Nous avons entendu les histoires de ce qui arrive aux espèces qui nuisent aux civils humains. Nous souhaitons seulement des relations pacifiques et des échanges culturels. » Shen hocha la tête. Réponse habituelle. Offrez-leur des accords commerciaux et des programmes d'échanges culturels. Assurez-vous qu'ils reçoivent des copies de nos archives historiques, y compris celles concernant la situation des Arati. Tout est prêt. Terminé, madame. Le chef de l'équipe d'exploration rapporte que les Zedkari étaient très intéressés par les politiques et les frontières humaines. Ils ont spécifiquement demandé des informations détaillées sur les actions qui pourraient être considérées comme menaçantes pour les civils humains. Bien. Encore une espèce qui privilégie l'amitié au conflit. Shen retourna à ses cartes stellaires. La galaxie continuait de s'étendre à mesure que les équipes d'exploration humaine découvraient de nouvelles civilisations. Chaque premier contact suivait le même schéma, curiosité initiale, puis recherche sur l'histoire humaine, puis approche diplomatique très prudente visant à éviter tout malentendu. Éviter tout malentendu. « Madame, dit le commandant Santos, je réfléchissais à quelque chose. Quoi? Les Xerati n'étaient pas la première espèce à commettre un génocide contre des civils humains. Vous avez mentionné les Turiens et les Krex, mais leurs extinctions n'ont pas été aussi radicales que celles des Xerati. C'est exact. Nous avons tiré les leçons de nos expériences passées et affiné nos méthodes. Alors, les Xerati ont été les plus touchés parce qu'ils sont arrivés plus tard? Chan réfléchit à la question. Les Xerati ont été les plus touchés. L'extinction totale. Parce que nous avions perfectionné la doctrine de la guerre absolue au moment où ils ont choisi de nous attaquer, mais aussi parce que leur attaque était la plus flagrante et la plus délibérée. Les Turiens pensaient qu'ils ne prenaient que des esclaves. Les Krex pensaient qu'ils combattaient des guerriers. Les Eradis ont spécifiquement ciblé des zones de population civile dans le but d'assassiner le plus grand nombre possible d'innocents. Leur attaque était un génocide pur et simple, sans autre objectif militaire. Notre réponse a donc été l'extermination pure et simple, sans autre considération. Et ce niveau de réponse était nécessaire pour faire passer le message. Au reste de la galaxie? Oui. La galaxie avait besoin de voir que l'engagement de l'humanité à protéger ses civils était absolu. Des demi-mesures auraient été perçues comme une faiblesse ou une incertitude. L'extinction totale des Xerati ne laissait aucun doute sur notre détermination. Shen présenta un dernier écran. Celui-ci présentait les statistiques des victimes à travers la galaxie au cours du siècle dernier. Avant l'extinction des Xerati, 2-3 milliards d'êtres sensibles mouraient en moyenne chaque année dans les guerres à travers la galaxie. La plupart étaient des civils pris entre deux feux ou délibérément pris pour cible.
Depuis l'extinction des Zérati, ce chiffre est tombé à moins de 50 millions par an, et la plupart de ces décès sont dus à des catastrophes naturelles ou à des accidents, et non à la guerre. L'extinction de 43 milliards de Zérati a évité la mort de plus de 10 milliards d'autres êtres innocents. Le commandant Santos observait les chiffres. D'un point de vue purement mathématique, l'extinction des Zérati a donc sauvé des vies. De tous les points de vue, corrigea Chen, mathématiques, morale, pratique, les Zérati ont choisi de commettre un génocide. Nous avons veillé à ce que ce choix ait des conséquences suffisamment graves pour empêcher d'autres de faire le même choix. Et cela a fonctionné. Ça a fonctionné. À la fin de la journée, Chen est resté à sa fenêtre à contempler les étoiles paisibles. Quelque part, des enfants d'une centaine d'espèces différentes dormaient en sécurité dans leur lit, protégés par la certitude qu'attaquer des civils innocents mènerait à l'extinction et non à la victoire. La galaxie était en paix, et cette paix reposait sur l'anéantissement total de quiconque la menaçait. Ce n'était pas une paix douce ni bienveillante, mais c'était une paix efficace, et chaque humain qui levait les yeux vers les étoiles savait que son espèce avait tenu sa promesse de protéger les innocents, quel qu'en soit le prix. Les Zérati avaient disparu. Leur monde était vide. Leur nom était oublié, sauf comme un avertissement. Mais les enfants humains pouvaient dormir tranquilles, sachant que leurs parents détruiraient des civilisations entières pour les protéger. Au final, c'était tout ce qui comptait. La galaxie avait appris à vivre en paix, non par amour, mais par peur du sort de ceux qui choisissaient la violence contre l'innocence humaine. C'était une dure leçon, inscrite dans l'extinction d'une espèce entière, mais c'était une leçon qui n'aurait plus jamais besoin d'être enseignée.